Retour sur le plateau des cafés stratégiques pour une nouvelle séquence que l'on a intitulée Quelle stratégie industrielle maritime européenne de défense avec Philippe Missoff. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le délégué général du GICAN et avec Richard Forest, PDG de Sierre. Alors, Philippe Bonjour. Missoff, le GICAN, on dit d'abord, on dit GICAN ou GICAN? On est tenté de dire GICAN. On peut dire les deux. On peut dire les deux, mais vous avez une préférence? Moi, j'ai la préférence pour Gican. Pour GICAN. Alors, cela une fois qu'on s'est mis d'accord sur GICAN plutôt que GICAN, c'est quoi le GICAN? Le Gican, c'est le syndicat professionnel qui regroupe tous les acteurs de l'industrie navale. Donc, c'est 80% ça représente 80% des acteurs et du chiffre d'affaires de la filière, qui est une filière de 13,5 milliards d'euros, de 15 milliards de chiffre d'affaires aujourd'hui, avec 56 000 emplois environ. Alors quand vous dites, évidemment, on va y revenir, que vous êtes le syndicat de la filière, ça veut dire que vous avez des adhérents qui sont plutôt dans le militaire et d'autres qui sont plutôt dans le civil, parce que on va y revenir bien sûr, mais c'est une des caractéristiques de l'industrie navale, c'est qu'elle est duale. Tout à fait. Vous avez des chantiers, vous avez des équipementiers, des systémiers, des bureaux d'études. Et la plupart, 80% de nos adhérents aujourd'hui ont une activité duale. Néanmoins, se fait plus dans le domaine militaire que dans le domaine civil, puisqu'on a 70% de notre activité qui se fait dans le domaine militaire. Et ça, c'est une originalité très française, on va y revenir. Richard Forest, vous êtes le PDG de Sierre. Sierre, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites? Alors, Sierre, nous faisons voler les bateaux. Donc ça, j'impressionne toujours beaucoup quand j'emploie ce Et terme. vous les faisiez voler très haut? Non, raisonnablement. Donc en fait, on utilise le principe de l'hydrofoil. Je ne sais pas si vous connaissez, on en parle beaucoup avec l'America Cup. Il s'agit d'ailes sous-marines. Quand on atteint une certaine vitesse, cette aile nous fait décoller comme l'avion décolle dans l'air. Et bien nous, le foil nous fait décoller dans l'eau. Et ce qui fait qu'on va aller sortir la carène de l'eau très légèrement, entre 20 cm et 80 cm. Ce qui fait qu'on va s'affranchir de toute la traînée qui est surconsommatrice d'énergie et qui nous freine. Donc vous volez au-dessus des vagues. Exactement. On peut les toucher, évidemment, on les touche. Quand on est dans une mer de 1,50 m, 1,80 m, 2 mètres, ça vole quand même. Sauf qu'au lieu de taper dans 2 mètres de mer, on va taper 2 mètres moins 1 mètre de vol que dans 1 mètre. Alors, donc on va plus vite, plus loin, ça consomme moins et c'est beaucoup plus stable. Alors, des navires qui volent, on appelle ça des avions maritimes ou on appelle ça comment et ça ressemble à quoi? On pourrait dire des navions. Mais Des avions, oui, c'est tentant. non, on appelle ça des foilers, tout bêtement, parce que ce sont En français? Même en français, enfin, vous savez que maintenant il n'y a que des anglicismes de partout. Donc oui, bon, on appelle ça des bateaux volants, hein, tout bêtement des flying boats. Des flying boats, d'accord. Toujours en français. Toujours en français, voilà. D'accord. Bon. Mais comme on vend beaucoup plus à l'international qu'en France, on est passé en anglo-saxon. D'accord. Il suffit de se mettre d'accord une fois pour toutes. Donc des flying boats. Alors évidemment, vous êtes plutôt sur des petits bateaux que des gros bateaux, par définition. Alors, c'est sûr que si je compare au porte-avions, Voilà. c'est un tout petit bateau. Donc, nous, aujourd'hui, on va travailler sur des supports qui vont mesurer entre 6 et 20 mètres. Dans la défense, on a déjà travaillé sur des 40 mètres. Donc, mais ça reste des petits bateaux comparés à un porte-avions ou une frégate, évidemment. Mais le plus efficace, c'est sur la tranche 12-20 mètres. Ouais. Et là, on va vraiment adresser des problématiques de défense très, très intéressantes en termes de performance. Et dans le civil, là on est plutôt sur du dimension luxe, un marché luxe pour avoir un beau jouet. Alors je reviens, c'est une curiosité toute personnelle, mais des bateaux volants, on avait déjà vu ça, par exemple entre Calais et Douvres, ça s'appelait, si je me souviens bien, des aéroglisseurs. Je ne sais pas si c'est le bon mot, ça s'appelait comme ça? Alors, les aéroglisseurs, c'est encore un autre concept. Voilà. Mais là où vous avez complètement raison, c'est que le foil, c'est centenaire. Hein. Nous n'avons rien inventé. C'est centenaire, je ne me trompe pas. C'est même plus que centenaire aujourd'hui. Et donc il y a eu une première vague de bateaux. Donc entre les deux guerres, dans les années 20-30, il y a eu pas mal de protos en bois faits par des Européens et des Américains. Et ensuite, l'avènement est arrivé dans les années 70-80 avec des premiers bateaux militaires. Et effectivement, comme vous dites, transport de passagers. Donc il y en a dans les îles anglo-normandes, il y en a également à Hong Kong, Macao, en Grèce également, mais donc ils sont d'une ancienne génération. Nous, aujourd'hui, on travaille sur la 2.0, comme on dirait si on était dans l'IT, avec des foils qui sont maintenant rétractables,
et qui sont également asservis en vol, c'est-à-dire qu'on va aller changer en temps réel l'angle de l'aile, ce qui va nous permettre d'avoir un vol très horizontal. Et puis on a tellement progressé dans les matériaux composites grâce à l'aéronautique, aujourd'hui on fait des choses en carbone qui nous permettent d'être beaucoup plus légers et beaucoup plus efficaces. Alors le thème de ce Paris Défense Stratégie Forum, c'est l'Europe à la croisée des chemins. Donc quel que soit le sujet que nous abordons ici au Café Stratégique, à un moment on parle d'Europe. Et vous, Richard Forest, vous êtes un entrepreneur européen heureux grâce à l'Europe. Expliquez-nous. Oui, l'Europe a été pour nous et est toujours pour nous un véritable moteur de développement en défense. Parce que je crois que les Européens ont pris conscience déjà il y a quelques années qu'il y avait une vraie nécessité. Alors je ne parle même pas là des quelques semaines qui viennent de s'écouler, où je pense que ça va très très nettement s'accélérer. Mais en fait, donc l'Europe a mis en place des dispositifs financiers pour aider les PME comme nous à travailler sur des projets très complexes en amont et qui nécessitent de gros moyens financiers que je ne pourrais pas financer par moi-même. J'ai aujourd'hui des investisseurs dans mon entreprise, chez CIR, mais typiquement on s'est fait financer un premier projet européen sur un 20 mètres, 100% financé par une subvention européenne sur un bateau de défense, vedette de pénétration rapide et discrète. On parle évidemment des études. Hein. Oui, ils ont financé 2 millions, que j'aurais jamais fait ce projet sans l'Europe. Et ensuite, ça a donné naissance à un autre projet, puisqu'on a eu un très très gros succès dans la théorie, entre guillemets. Et l'Europe et la DGA, avec l'Agence d'innovation de défense, nous ont fortement conseillé de redéposer un nouveau projet sur un bateau plus petit qui ne fait que 12 mètres, mais dans une version dronisée. Et cette fois, nous allons jusqu'au prototype, donc étude, fabrication du prototype et surtout qualification en mer par les différents ministères de la Défense. C'est-à-dire que l'Europe me finance cette fois non plus à 100% mais à 75% ce développement et à la fin je vais avoir un bateau qualifié par les marines donc prêt à être vendu. C'est ça qui est génial pour des petites boîtes comme nous. Par les marines notamment européennes. Pas que. Pas que, d'accord. Alors, si j'ai bien compris, c'est des petits bateaux entre 12 mètres et 20 mètres, si j'ai bien compris. Donc, c'est des bateaux d'intervention pour les troupes de marine, pour les commandos. Et puis, vous avez évoqué des drones navals, c'est bien le cas. Donc, des bateaux un peu qui seraient en pilotage automatique et qui seraient bourrés d'explosifs, en gros. Oh, c'est pas parce qu'ils sont drones qu'ils sont avec des charges explosives. Donc effectivement, ça peut être un cas d'emploi, le drone à usage unique. Donc là, on est plutôt sur des petites tailles entre 4 et jusqu'à 9-10 mètres hein, à peu près. Mais après, nous, en fait, l'avantage du foil, c'est qu'on va se permettre de s'affranchir de la nature de la carène. Je m'explique, souvent les bateaux sont designés, sont conçus, sont dessinés selon le type de mission donnée avec des formes différentes. Et ben nous, l'avantage de voler, c'est qu'on va s'affranchir de cette spécificité de forme. Donc le même bateau va pouvoir faire plusieurs missions. Aujourd'hui, on est en discussion avec un État européen relativement avancé pour aller vendre le même bateau pour un usage de search and rescue, donc du sauvetage, de surveillance aux frontières et d'intervention pour forces spéciales. Avec le même bateau, on peut faire 3 missions différentes. Dans la nuit, vous avez juste à reconfigurer le pont. Et ça, il n'y a que les bateaux volants qui le permettent parce que du coup, on s'affranchit de la carène et de la performance du bateau elle-même parce qu'elle est très bonne. Alors, Philippe Missoff, lorsqu'on parle de évolution de stratégie industrielle maritime en matière de défense, le projet et la société de Richard Forest hier, on est en plein dedans. On est en plein dans une nouvelle façon de considérer des nouveaux marchés, des nouveaux produits dans une vision européenne. Ah, vous avez tout à fait raison et en effet c'est vrai que l'exemple de Sierre est extrêmement intéressant pour ça. Maintenant, comme Richard le dit, il faut que les pays ensuite achètent le produit et c'est ça qui compte. Et l'Europe c'est le coup de pouce qui permet en effet d'aller plus loin et c'est pour ça que nous on considère au niveau au GICAN que l'Europe est importante. Elle est importante pour le développement de notre innovation navale. Et ça se voit dans le programme Horizon, ça se voit dans EDIS, voilà, et les différents autres programmes militaires. Et ça se voit notamment aussi dans la relation de la Commission avec les PME, qui met en effet des fonds disponibles pour développer ce type de programme. À votre place, il y a 2 jours, il y avait Pierre-Éric Pommelet, j'imagine que vous le connaissez très bien, le président de Naval Group. Et avec lui, on avait mis en évidence que les chantiers navals et les industriels de construction navale sont souvent des industries nationales et que chaque pays avait traditionnellement un chantier naval fort, important. Alors Naval Group en France, mais c'était la même chose en Grande-Bretagne, en Italie, etc.
l'industrie navale, elle est avant tout nationale, elle est peu européenne. C'est-à-dire qu'un Airbus de l'univers naval, ça n'existe pas et c'est pas forcément en train d'exister. Non, oui, de toute manière, mon président a tout à fait raison. Mais Le président a toujours raison. hein, Hein. voilà. Mais en effet, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les chantiers, ce sont des zones de vie au milieu des centres-villes. Ce sont des zones où vous avez donc tout un écosystème autour qui fait vivre les villes. Un chantier qui ferme, c'est une ville qui meurt. Soyons clairs. Donc, si vous envisagez des rationalisations avec des synergies entre différents chantiers, il y a un moment, il faut se dire, on va fermer un chantier parce que ça ne sert à rien de le garder. Et donc, vous allez politiquement, personne n'est prêt à prendre ce genre de décision et nous on comprend tout à fait, et c'est pour ça qu'aujourd'hui ça ne se joue pas tant sur la fusion des chantiers que sur des coopérations. Et pour le coup, il y a des coopérations européennes, et notamment sur les briques technologiques. Et c'est cela qui est important aujourd'hui. Quand on regarde la European Patrol Corvette, par exemple, ce sont des briques technologiques qui sont développées par les différents chantiers, par les différents systémiers, par les différents équipementiers, et qui vont pouvoir ensuite nous permettre d'être plus performants à l'export en offrant des solutions qui sont toujours meilleures, et surtout meilleures que celles des pays extra-européens, et notamment les pays qui se développent aujourd'hui, qu'on connaît comme la Chine notamment, qui se développe énormément sur ce secteur-là. Alors, Pour- vous vouliez intervenir. Oui, pour les petites entreprises comme nous, c'est vraiment très très important ce volet-là, parce que nous, on n'a pas les moyens de tout de suite monter des gros consortiums, sauf grâce à l'Europe. Et aujourd'hui, la vente là dont je parle à un pays européen se fait grâce à un pays qui est partenaire aujourd'hui dans mon projet, qui pourtant est très très minoritaire. Mais simplement, son ministère de la Défense a considéré que ce produit-là d'un bateau volant nouvelle génération était très important. Et ça, j'aurais jamais pu le faire moi-même si j'avais pas eu un partenaire européen. En fait, nous, on est obligé d'avoir au moins 3 pays européens dans le consortium. Quels sont vos 3 pays européens? Le premier, c'était avec le Danemark et Espagne. Et là, on a étendu le consortium. Norvège, Allemagne toujours, Espagne toujours, Belgique, Lituanie, Estonie, et puis récemment Chypre. Alors, on va encore dire un petit mot sur le naval et pas sur le maritime, parce que le naval, c'est l'univers militaire et le maritime, c'est l'univers civil. Hein. Voilà, un mot sur le naval. Une des caractéristiques du monde naval et de l'industrie navale en Europe, c'est que les Américains sont très peu présents. Autant en aéronautique, autant en armement terrestre, les Américains sont très présents, et d'autres pays. Autant dans l'univers industrie navale, l'Europe est très présente. Les Européens construisent leurs navires en Europe globalement. Oui, tout à fait. Ils sont extrêmement nationalistes pour le coup, mais c'est aussi le résultat de plusieurs dizaines d'années de politique, notamment autour du Jones Act, qui est le système protectionniste américain, et qui a quand même énormément nui à la productivité des chantiers américains. Donc aujourd'hui, les chantiers américains ne sont pas productifs par rapport à des chantiers européens qui doivent se battre sur un marché mondial et gagner des parts de marché, et qui se sont donné les moyens d'être compétitifs et d'être avec un fort taux de productivité. Néanmoins, on voit aujourd'hui que les choses sont en train de changer, puisque Donald Trump a décidé de relancer son industrie navale. Nous, depuis des années, on appelle justement aussi à un sursaut au niveau européen. Et alors, moi, je ne pense pas, comme vous, qu'il faille diviser le maritime et le naval. Je pense que les deux sont extrêmement liés, et d'ailleurs les autres gens aussi, puisque les équipementiers qui font des équipements de propulsion, par exemple de navires, ils le font aussi bien pour le civil que pour le naval. Donc, si le civil va mal, alors le militaire, à la fin, ira mal aussi. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on ait une stratégie maritime européenne aujourd'hui, et aussi, par défaut, une stratégie maritime nationale, qui va réussir en fait à la fois protéger notre industrie, et à la fois lui permettre de se développer. Et ça passe par l'innovation, ça passe par les projets, notamment comme celui-ci, mais ça passe aussi par une phase notamment contre les méthodes qui sont utilisées par d'autres chantiers, notamment les chantiers chinois, où on est face à de la concurrence déloyale. Alors là, évidemment, il faut y venir. On a dit un mot sur l'industrie navale, et globalement, elle est importante en France, et la France tient son rang, et d'une manière générale, l'Europe tient son rang. Évidemment, c'est très différent lorsqu'on parle de l'industrie, les chantiers navals. Je ne sais pas quel est le bon chantier naval civil, car en France, comme en Europe, on construit
encore des navires civils, mais de moins en moins. Vous avez cité la Chine. La Chine est de loin le premier producteur de bateaux dans le monde. C'est plus de 60% des prises de commande des grands navires en 2024. Donc c'est juste gigantesque, que ce soit en tonnage, notamment. Et surtout, ça fait partie de leur stratégie pour devenir une nation maritime et pour ensuite conquérir les mers. Si vous récupérez sur Internet, vous retrouverez l'étude sur la construction navale de défense qui a été sortie pour Euronaval 2024. Et vous avez les chiffres sont absolument affolants. Et donc il est temps aujourd'hui de réagir. Et ça passe notamment par une prise de conscience que le maritime civil appuie leur maritime militaire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ont des navires qui coûtent très peu cher, parce qu'ils sont extrêmes, ils reçoivent de nombreux, alors je vais l'avoir en anglais aussi, mais vous allez me le faire en français, subsidies. Et donc, il faut aujourd'hui réussir, subside, voilà. Et il faut aujourd'hui réussir à sortir de ce dispositif, parce que c'est les grands navires qui sont partis, puis ensuite ce sera les moyens, les ferries notamment, les navires de passagers, et à terme ce seront aussi les petits navires. Parce qu'il faut évidemment bien dont ceux qu'équipe aujourd'hui ceux de Richard. Alors il faut bien comprendre évidemment que un chantier naval construit le navire, je dirais, il l'assemble avec énormément d'équipementiers, de sous-traitants, et évidemment il faut que ces sous-traitants puissent travailler avec les chantiers civils et avec les chantiers militaires. Et c'est là le risque de perdre en compétences et en compétitivité aussi si l'industrie navale civile disparaît trop vite, voilà, et c'est pas suffisamment importante. C'est le grand risque. Vous avez tout à fait résumé la situation, c'est exactement ça, et c'est pour ça qu'on a un bureau à Bruxelles qui travaille cela avec notre fédération européenne, et c'est pour ça que nous, en France, on travaille avec les armateurs, avec les ports, et avec évidemment toutes les administrations pour faire prendre conscience de cette problématique et aussi pour aider nos adhérents à se développer et notamment à innover. Et donc on est très heureux de voir des sociétés comme celle de Richard se développer sereinement et notamment grâce au fonds européen. Alors justement, grâce au fonds européen, il y a l'expérience de Richard Forest de Sierre avec un soutien évident de l'Union européenne. Vous avez évoqué une coopération européenne avec l'EPC, le European Patrol Corvette. Voilà, cherchez le C de Corvette, voilà, qui est une société, qui a donné naissance à une société franco-italienne. Oui, c'est la société Naviris, exactement, qui est détenue par Naval Group et par Fincantieri. Alors, est-ce que ça, c'est justement l'avenir, ces coopérations de chantier? Le chantier italien est un grand chantier, hein, on est d'accord? Fincantieri, c'est un grand chantier, on est d'accord? Tout à fait d'accord, c'est un grand chantier. Naval Group est un grand groupe, on est d'accord? Tout à fait. Bon, il y a aussi les chantiers de l'Atlantique, je ne sais plus, on les appelle toujours les chantiers de l'Atlantique? Les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire, oui. Saint-Nazaire, ça reste un grand chantier naval, on est d'accord? Pour les paquebots de luxe. Est-ce que l'avenir, il est là? C'est-à-dire dans cette coopération soutenue par l'Union européenne, est-ce que l'Union européenne fait ce qu'il faut, c'est-à-dire essentiellement la Commission, est-ce qu'il y a ce qu'il faut pour que cette industrie navale soit sauvegardée et deux, elle se développe? Il faut, comme on disait, il faut une stratégie déjà, il faut une stratégie maritime. Donc c'est ce sur quoi on est en train de travailler aujourd'hui avec la Commission et avec le Parlement européen et avec toutes les administrations françaises. C'est plusieurs volets. C'est un volet donc protectionniste, on l'a dit. Il faut réussir à faire en sorte que... vous avez vu Donald Trump qui a expliqué que maintenant, chaque navire qui a été construit en Chine, qui accosterait dans les ports, devrait payer une amende. Bon, il y avait un texte européen qui avait été fait à une époque qui disait que si le navire avait été fait grâce à des subsides d'État et donc qu'il y avait une concurrence déloyale, le bateau n'avait même pas le droit d'accoster dans un port européen. C'est le cas ? Non, parce que donc c'est l'article 2016-1035, si vous voulez tout savoir. Que je ne connais pas. Voilà, vous le retiendrez. Et qui en fait est soumis en fait à la ratification de l'accord de la construction navale de l'OMC. Et bizarrement, les Américains ne l'ont jamais ratifié. Donc, résultat, l'accord est caduc. Et donc aujourd'hui, on essaie de faire régler cette petite ligne à la fin de l'accord pour changer les choses. Donc il y a un volet
protectionnisme. Et il y a ensuite un volet développement. Et le volet développement, ça passe en effet par le développement de l'innovation, par le développement de l'international, par notamment la décarbonation. La décarbonation du maritime aujourd'hui est une thématique extrêmement importante. Et donc, c'est récupérer les subsides de l'ETS maritime pour financer la décarbonation. Et les solutions de Richard, notamment, qui sont... comme il vous l'a dit, ça a des intérêts opérationnels exceptionnels, notamment pour les forces spéciales et tout ça, mais ça a aussi des atouts pour la décarbonation. Et donc, il y a des choses, on trouve des passerelles entre les deux. Et donc, c'est pour ça que rien qu'en France, il pourrait y avoir 200 millions d'euros par an sur ces sujets. Qui pourraient être fléchés pour développer des solutions innovantes pour décarboner les navires. Et bien ça crée des nouveaux industriels, ça crée des nouveaux équipementiers, ça renforce certains équipementiers et ça renforce nos chantiers par la même occasion. En ce qui concerne les équipementiers, est-ce que vous, par exemple, à Sierre, Richard Forest, vos équipementiers, vos sous-traitants, ils sont franco-français ou ils sont européen? Est-ce que votre chaîne d'approvisionnement, je vais dire en français, j'évite l'anglicisme, est-ce qu'elle est européenne ou française? Est-ce que vous avez déjà une vision européenne pour construire vos navires qui ne sont pas des gros navires, hein, entre 12 et 20 mètres voilà. Est-ce que vous êtes déjà dans cette convergence européenne? Je suis complètement dans cette logique-là pour deux raisons. Nous sommes tous des petites boîtes dans les PME. Là, on est 15, donc on est vraiment très peu. On ne peut pas tout faire tout seul. Donc effectivement, il y a quelques très bons acteurs français, mais quand on veut aller chercher des marchés à l'international, aujourd'hui, il y a toujours du transfert de techno, faire travailler les locaux. Donc voilà, ça va être plus facile d'aller vendre à la marine norvégienne si j'ai un Norvégien avec moi. Et inversement, si je veux aller vendre en Grèce, il faut que je fasse travailler un chantier local. Donc ça, c'est une des forces de notre business model chez Sierre. J'ai voulu qu'on ne reste qu'une société d'ingénierie, entre guillemets, à concevoir l'intégralité du bateau. Et ma force, c'est que je dis à mon client, on peut fabriquer le bateau chez toi si tu as envie, dans ton pays. Donc du coup, ça va générer de la main-d'œuvre chez lui, etc. Par contre, nous, on garde la propriété et nous, on va fabriquer nous-mêmes toute la techno de notre cœur métier en France. Par contre, on va prendre plein de briques à l'international et on va les assembler. Nous, ce qu'on veut, c'est que les bateaux soient le plus performants possible. Philippe Missoff, lorsqu'on écoute Richard Forest, il a une façon nouvelle d'envisager les choses, parce que la façon classique, c'est je vous vends un navire que je construis chez moi. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau, non. Les petites boîtes ont pas mal ce genre de business model. Oui, exactement, oui, c'est ce que je voulais dire. Non, c'est pas un sujet. C'est de l'agilité. C'est déjà, exactement, c'est de l'agilité. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible et qui se fait beaucoup dans les petits chantiers. Parce que vous avez parlé des gros chantiers, mais il y a aussi beaucoup, et d'ailleurs j'étais avec eux ce matin, il y a beaucoup de petits chantiers aussi en France. Il y a une quarantaine de chantiers en tout. Donc voilà, c'est pas du tout la même. C'est pas du tout les mêmes business models entre les grands et les petits. Bien évidemment. Alors justement, on va dire un petit mot sur les petits chantiers. Donc une quarantaine de chantiers. Qu'est-ce qu'on fabrique comme type de bateau en France? C'est d'une curiosité. Je suis sûr que peu le savent. On fabrique évidemment des porte-avions nucléaires, des sous-marins nucléaires, des corvettes, des frégates. Ça, on le sait. Et on ne fabrique pas de ferry, à ma connaissance. On fabrique des paquebots de luxe. Qu'est-ce qu'on fabrique et qu'est-ce qu'on ne fabrique pas? Alors, on fabrique des paquebots tout court déjà, parce que vous avez les gros paquebots avec 6 000 ou 9 000 personnes à bord, quand on compte l'équipage. De croisière, hein? De bateaux de croisière, oui, les navires de croisière. Ensuite, vous avez en effet les navires de croisière de luxe qui sont plus petits, qui sont décarbonés, sur lesquels est en train de travailler notamment les chantiers d'Atlantique, avec comme le Ritz-Carlton ou celui de Accor. Le Silent Seas. Ensuite, vous avez toute une gamme de navires, notamment tous les navires de travail. Donc là, vous avez pour les ports, notamment pour tout ce qui va être les remorqueurs, les navires de pêche, évidemment. Et ensuite, vous avez des navires, notamment dans les petits navires, vous allez avoir les patrouilleurs, évidemment, les vedettes et les navires pour les forces spéciales. Hein, il y a plusieurs chantiers qui travaillent là-dedans aujourd'hui en France. Les bateaux de la SNSM, ça va. Bateaux de la SNSM, tout à fait. Du petit bateau aux 20-30 mètres. Voilà. Et donc, en effet, vous avez des bateaux de moins de 15 mètres, des bateaux jusqu'à 25 mètres, ensuite dans les catégories, et puis ensuite les navires plus grands. Et voilà. Et donc, en France, on fait de tout type de navires, mais en effet, à part les ferries. Et maintenant, au-dessus de 100 mètres, on a plus de mal, de 150 mètres, on a plus de mal à trouver des navires civils. On trouve que les militaires. Est-ce que l'avenir, ce ne serait pas une spécialisation par pays? La France fait
des navires militaires et des paquebots de croisière. Les Polonais pourraient faire, je ne sais pas, des ferries, les Italiens, je ne sais pas. Est-ce que c'est une tendance forte ou est-ce qu'on est nationalistes encore? Non, on n'est pas nationalistes, c'est pas vrai, parce qu'il y a plein de bateaux, par exemple, où les chantiers travaillent ensemble et sont sous-traitants des autres chantiers pour le faire. Vous pouvez pas faire, comme je vous dis, vous pouvez pas faire des bateaux aujourd'hui de plus de 100, 150 mètres en France qui sont civils. Par contre, vous allez faire la coque en Pologne ou en Roumanie, et vous allez faire l'armement à Concarneau ou ailleurs. Vous avez de plus en plus de chantiers qui acquièrent d'autres chantiers à l'étranger justement pour développer leur capacité de production. Et puis vous avez même des chantiers qui travaillent ensemble pour produire le même type de navire. Donc c'est le cas aujourd'hui avec les patrouilleurs hauturiers, où vous avez CMN, Socarenam et Piriou, avec Naval Group aussi en maître d'œuvre, qui participent, qui construisent ces 7 navires qui sont dans la LPM. Donc non, c'est... Vous avez tout le modèle, et ensuite un chantier n'a pas intérêt à avoir un seul marché. Les marchés, ils évoluent, la demande évolue aussi. Vous avez les CTV, on n'a pas parlé des CTV, tout ce qui va concerner les champs éoliens, les crews transfert vaisselle. En bon français. On continue. Tant que l'Europe n'aura pas choisi la français comme langue, mais bon. Donc on a plein de navires comme ça, mais ensuite vous avez des hauts, des bas, et c'est pour ça que c'est important d'avoir un régime équilibré entre ce qui se fait dans le civil et dans le militaire. Donc on dit toujours il faut avoir 50-50, aujourd'hui on est plutôt à 70-30, pour justement avoir tout le temps une activité. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que les chantiers ne travaillent pas ensemble. Les chantiers travaillent très bien ensemble. Nous on travaille très bien avec nos homologues, nos chantiers plutôt, parce que nous on ne produit pas au GICAN bien évidemment, mais nos chantiers travaillent avec leurs homologues européens, et c'est parfaitement naturel et ça se fait sans le moindre problème. Alors, on est un peu au terme de cette séquence navale et maritime. Il y a un domaine maritime et naval qu'on n'a pas du tout abordé. Je voudrais terminer par celui-là parce qu'il est souriant. C'est quand même les chantiers de plaisance. Jeannot, Beneteau, ils sont chez vous, ils sont au GICAN? Non, c'est du nautisme, c'est pas du naval. Ah, c'est du nautisme, c'est plus du naval. Alors, par contre, ils peuvent utiliser les foils pour le coup. Je confirme. Donc, oui, il y a une différence. Naval, maritime, nautisme. D'accord. Tout à fait. Bon, ensuite, alors, vous en avez qui sont à la frontière, comme Quash par exemple, qui va faire à la fois du yacht et et de la défense. Mais bon, alors on aura tous appris quelque chose, parce que je ne suis pas le seul, je pense, ici à avoir cru que le maritime incluait le nautisme. Ce n'est pas le cas. Bon, non. Et on retiendra que, avec vous, Richard Forest, que l'Europe est dans le coup, l'Europe est à la croisée des chemins, et a priori les bonnes directions. Vous confirmez? J'espère. Oui. Et vous aussi, Philippe? Bah oui, et on sera là, voilà, et on est toujours là. Nous, on a avec notre bureau à Bruxelles aussi pour essayer justement d'accompagner nos industriels pour justement vers l'Europe. Et on crée des journées spéciales sur ce sujet-là, notamment pour montrer où sont les fonds et comment est-ce qu'on fait pour y aller. D'ailleurs, Richard intervenait, je crois, la dernière fois sur ce sujet. Et je confirme que gagner le plus difficile, c'est de gagner son premier projet européen. Une fois qu'on a gagné le premier, on est dans un espèce de cercle vertueux qui donne une énorme crédibilité à l'entreprise. Moi, depuis, j'ai pu aller adresser d'autres marchés parce que j'avais l'étiquette défense financée par l'Europe. On va créer un réseau du coup dans lequel on va rencontrer beaucoup d'autres industriels. On va avoir accès à tous les ministères de la Défense, chose qu'on n'avait pas avant. Donc c'est vraiment une ouverture de porte assez incroyable pour les petites boîtes. Bon, on va terminer par vive l'Europe et halte non à l'Europe bashing. Vous êtes d'accord? Tout à fait. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette séquence navale et maritime, mais pas nautisme, ici au Paris Défense Stratégie Forum. Merci. Merci beaucoup, Daniel. Merci.